Merci. Et je la parole. Hein. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à parler devant vous. Je vais vous présenter une de ces défaites dont Bertrand Russell nous a dit qu'elle parsemait l'histoire de France, qu'elle conférait un surcroît de gloire à cette histoire. Je vais profiter de ce qui a été dit précédemment pour passer un peu vite sur les débuts de la guerre. Donc, comme nous l'avons vu, il s'agit notamment d'une guerre de succession, puisque le roi Philippe le Bel est mort en laissant 3 fils, qui sont morts les uns après les autres. Louis X le Hutin est mort, et il laissait sa femme enceinte, qui a donné le jour à un enfant qui est mort 3 jours après sa naissance. Et on se retrouve à devoir faire un choix. Louis X le Hutin avait aussi une fille qui aurait pu prétendre devenir reine de France, mais Louis X avait surtout un frère, Philippe V ambitieux, qui a fait fond sur les rumeurs de bâtardise qui entouraient la naissance de la petite Jeanne. C'est ce qu'on appelle l'affaire de la Cour de Nesle. Effectivement, le maire de Jeanne, une femme qui n'a pas été d'une fidélité irréprochable, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on ne va pas dire que Jeanne est une bâtarde, ça ne se fait pas, ça mettrait en colère la famille bourguignonne. Donc, on va inventer une règle qui dit que les femmes ne peuvent pas devenir reine de France, et Philippe V va devenir roi de France. Mais, ironie de l'histoire, Philippe V meurt en ne laissant que des filles. Donc, la propre règle qu'il avait imaginée se retourne contre lui, il ne peut pas transmettre la couronne à sa fille. Il a un frère, qui lui aussi va mourir sans laisser 2 garçons pour lui succéder. En 1328, on se retrouve à devoir choisir, et le choix le plus proche, le plus logique, c'est Édouard III d'Angleterre, qui est le petit-fils par sa mère de Philippe le Bel. Le roi d'Angleterre, à cette époque, c'est un personnage puissant. On trouve très peu de cartes de l'Angleterre au XIVe siècle. J'ai dû me rabattre sur la guerre des 2 Roses, mais vous voyez que le roi d'Angleterre contrôle le pays de Galles et une bonne partie de l'Irlande. C'est un personnage puissant, et les barons français sont pas très heureux à l'idée de se retrouver avec ce type-là, roi de France, d'autant qu'il possède le duché de Guyenne et le comté de Ponthieu par sa mère. Vous imaginez, si ce type-là devient roi de France, il est roi d'Angleterre, et il posséderait en plus le royaume de France et son domaine. Ce serait un personnage super puissant. La noblesse française sent bien qu'elle serait tenue en bride. Et puis en plus, c'est un Anglais. Alors, il est français par sa mère, bien sûr, mais il y a quand même une montée en puissance du sentiment national, et c'est un argument qui revient lorsque on discute, lorsque les légistes, lorsque les pairs de France discutent de la succession. Et on va préférer Philippe VI de Valois en inventant la règle selon laquelle on ne transmet la couronne que par les hommes. Donc, une femme ne peut pas transmettre la couronne, donc on se rabat sur Philippe VI de Valois. Alors, il porte un nom, effectivement, Bertrand Sterbe disait que c'était un peu ridicule. Il est duc de Valois, mais il est aussi... il est comte de Valois, pardon, mais il est aussi comte du Maine et d'Anjou. Donc, c'est un personnage de la famille capétienne qui a de la puissance, c'est pas n'importe quoi. Et en 1337 va débuter la guerre. Alors il y a vraiment une distance entre les deux, parce que les Anglais sont pas très chauds pour financer une guerre contre la France. Édouard III aurait probablement voulu, dès 1328, défendre ses droits, mais il attend 1337 pour entrer en guerre. Et les débuts de la guerre, on l'oublie, se passent plutôt bien pour les Français, puisque le comté de Ponthieu est conquis très rapidement. Abbeville tombe sous l'autorité du roi de France. Il y a aussi des opérations du côté des îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, qui sont conquises également dans ces années-là. Alors, en Guyenne, ça se passe beaucoup moins bien, pour différentes raisons. Les Anglais ont conquis des places, mais disons que le début de la guerre n'est pas catastrophique sur Terre. La raison est très simple. Quand on compare la démographie des sujets que gouvernent les rois qui se font la guerre, Philippe VI et Édouard III, on a l'impression qu'il y a un nain contre un géant. Le géant démographique, c'est la France. L'Angleterre est un nain démographique en comparaison.
Mais si on compare les budgets, ben, on s'aperçoit que les Anglais ont optimisé leur potentiel de manière considérable, et ça se ressent sur le terrain, puisque dans l'armée, eh bien, à Crécy, le rapport de force ne reflète pas la disproportion beaucoup plus importante des démographies des royaumes. Comment ça s'explique? Ben, ça s'explique par le fait que les Français sont de mauvais payeurs d'impôts. Il y a une évasion fiscale absolument monumentale. Les Français font beaucoup d'efforts, de contestations fiscales, notamment dans le Languedoc, c'est une catastrophe. L'impôt rentre vraiment très mal en Languedoc. Si vous êtes un riche languedocien, vous êtes à peu près sûr de payer très peu d'impôts. Les classes moyennes dans le Nord sont un peu plus assujetties, mais le système fiscal français est vraiment très défectueux au début de la guerre, alors qu'en Angleterre, les Anglais sont tondus. Les moutons anglais, puisqu'on a beaucoup de laine en Angleterre, sont vraiment tondus très ras, alors qu'en France, dès que le coiffeur s'approche, on commence à hurler, et on peut couper un poil et on s'arrête. Et les choses se compliquent pour le roi de France parce que la Flandre, comme on l'a dit, se révolte. Les Flamands ont un grand commerce textile qui a besoin de la laine anglaise. Donc on importe de la laine anglaise et on fabrique du drap de laine à Bruges par exemple, ou à Gand, ou à Saint-Omer, les grands centres drapiers flamands. Et donc évidemment, s'il y a une guerre avec l'Angleterre, le roi d'Angleterre, première mesure qu'il prend, c'est l'embargo sur la laine, et les ouvriers textiles flamands se retrouvent en chômage, et les grandes familles drapières se retrouvent ruinées. Donc il va se produire une révolte, les communes de Flandre se révoltent et se rallient aux Anglais, et leur comte est obligé d'appeler au secours le roi de France, mais qui ne peut pas grand-chose, il a d'autres chats à fouetter. Autrement dit, à partir de 1339, les Anglais ont deux portes d'entrée pour débarquer en France. Ils peuvent débarquer en Guyenne, qui possède depuis longtemps, depuis Aliénor d'Aquitaine, depuis le XIIe siècle, mais ils peuvent aussi débarquer en Flandre pour faire les chevauchées qu'évoquait Bertrand Schnell. Un exemple de chevauchée, en 1339, Édouard III a débarqué en Flandre et il parcourt le Cambrésis, le Vermandois. Comme l'a dit Bertrand Schnell, on se promène, on brûle des villages et on pille tout ce qu'on peut piller. L'objectif d'Édouard III, c'est de contraindre le roi de France à livrer bataille. L'historiographie s'est beaucoup penchée sur ces questions-là depuis les années 1990. Au début, on pensait que le pillage était une fin en soi. Aujourd'hui, on est d'accord pour dire que, en réalité, Édouard III mène ses chevauchées dans l'espoir d'obtenir une bataille décisive. On pille le territoire, c'est une provocation à l'égard du roi de France, il va devoir réagir et accepter la bataille. Édouard III est sûr de sa tactique qu'il a mise au point contre les Écossais, il se dit je vais mettre la pâtée au roi de France, et une fois qu'il aura été déconfit, eh ben, il acceptera la paix aux conditions que je vais lui fixer. Probablement qu'Édouard III sait bien qu'il ne sera jamais roi de France, mais il pourrait négocier d'obtenir la pleine souveraineté sur la Guyenne et le Ponthieu, par exemple, et puis quelques fiefs supplémentaires. Alors, en 1339, le roi de France ne reste pas sans réagir, il réunit son armée, il réunit son host, et il se porte à la rencontre des Anglais. Alors, contrairement à ce que cette enluminure vous montre, c'est pas une rencontre de soldats à cheval, les Anglais se sont installés sur une colline et ont installé leurs archers, et les conseillers du roi de France lui ont dit « c'est du suicide », ils savent probablement ce qui se passe en Écosse, que les archers anglais font beaucoup de dégâts contre les charges de cavalerie, et le roi de France ne veut pas prendre le risque d'engager le combat, de lancer la charge, et les enlumineurs qui doivent mettre en lumière l'host de Buronfaux sont très embêtés. Qu'est-ce que vous voulez montrer pour une rencontre où il ne s'est rien passé? Eh bien, l'émotion de la journée, c'est un lièvre qui a surgi dans les pattes des chevaux français, et donc les chevaux se sont un peu effrayés. C'est la seule chose, le seul détail mémorable dont les enlumineurs nous transmettent la mémoire. Alors, pour essayer d'empêcher le roi d'Angleterre de recommencer ses chevauchées, Philippe VI se dit qu'il faut remporter une bataille navale. Si on arrive à écraser la flotte anglaise, eh bien on réglera une bonne partie du problème. Comme Bertrand Schnell nous l'a dit, la bataille de l'Écluse, qui a lieu, comme son nom l'indique,
devant l'avant-port de Bruges, se solde par une défaite catastrophique de la flotte française. Des centaines de vaisseaux sont perdus, sauf le vaisseau de l'amiral qui s'est enfui prudemment, et jamais hésité à s'enfuir dans une bataille médiévale. Surtout que les batailles navales, bon, vous doutez bien que les survivants ne sont pas très nombreux, parce que ça n'a pas toujours bien nagé. En 1341, nouveau problème, la Bretagne, comme on l'a vu, se divise en deux, les partisans de Charles de Blois soutenus par le roi de France, les partisans de Jean de Montfort soutenus par les Anglais, ce qui fait que les Anglais ont une troisième porte d'entrée dans le royaume de France. Ça devient vraiment de pire en pire. Et effectivement, il va y avoir des opérations de guerre dans les années 1340 en Bretagne. En 1343, une trêve est conclue, ce qu'on appelle les trêves de Malestroit, qui vont durer 3 ans, et ces trêves s'expliquent par le manque d'argent. Les Anglais dépensent beaucoup d'argent pour financer leurs expéditions, et pour se financer, eh bien, ils empruntent des sommes colossales aux banquiers italiens. Et en 1343, étant donné que la guerre s'enlise, eh bien, les banquiers italiens qui réclament le remboursement ne voient rien venir et font faillite. À cause du roi d'Angleterre, les nombreuses banques italiennes font faillite. Le roi d'Angleterre n'a plus accès à cet argent, il n'a plus de quoi financer la guerre, et le roi de France, lui aussi, a des problèmes d'argent, donc on s'entend pour conclure une trêve. C'est la raison pour laquelle il ne va rien se passer jusqu'à la reprise des hostilités, qui me conduisent, dans un deuxième point, à la campagne de l'été 1346. En juillet 1346, Édouard III débarque en Angleterre. Débarque, pardon, en Normandie, hein, c'est le débarquement en Normandie, on parlait d'Utah Beach, on est un petit peu au nord d'Utah Beach, hein, il débarque près de Saint-Valahougue, au nord du Cotentin, ce qui peut paraître extrêmement étonnant. Il a 3 portes d'accès en France, la Flandre, la Bretagne, la Guyane, et il débarque en plein pays ennemi, en Normandie. Comment est-ce que ça s'explique? Eh bien, il y a 2 explications. Il y a la guerre des Anglais contre les Américains. L'historiographie anglaise dépeint Édouard III comme un joueur d'échecs. Je suis très déçu parce que j'ai trouvé ces comparaisons après avoir publié le livre. Le joueur d'échecs, vous allez voir ce que je propose pour les Américains. Édouard III, joueur d'échecs, c'est un roi qui débarque en Normandie pour hausser le niveau de provocation. Je débarque en Flandre, je crame quelques villages dans le Cambrésis, le roi de France, ça lui fait ni chaud ni froid, tant pis pour les habitants. Ça s'est passé en 1339, refus de bataille, 1340, refus de bataille à Bouvines. Édouard III cherche à changer sa stratégie pour obliger le roi de France à accepter la bataille. Et bien pour ça, on s'attaque à la Normandie, la province qui rapporte le plus d'impôts, celle qui est la plus tondue de tout le royaume de France. On s'approche ensuite de Paris, la capitale, c'est hausser le niveau de provocation très très haut, et puis ensuite on se dirige vers le Ponthieu, c'est-à-dire le fief qui lui a été confisqué. Il revient comme en maître dans le comté que lui a confisqué le roi de France. L'idée de l'historiographie anglaise, c'est de dire la chevauchée répond à une nouvelle stratégie pour obliger le roi de France à accepter la bataille. On va hausser le niveau de provocation. Si on s'attaque aux marges du royaume, aux périphéries, ça ne suffit pas à forcer le roi de France à accepter la bataille. Mais si on s'attaque vraiment au cœur du royaume, là, il va être obligé, s'il ne veut pas passer pour un mauvais roi, pour un piètre défenseur du royaume, il va être obligé d'accepter la bataille. Les Américains ont une autre vision d'Édouard III. Pour eux, Édouard III n'est pas un joueur d'échecs qui calcule les coups 10 fois à l'avance. Édouard III serait plutôt un joueur de poker qui prend des risques considérables et qui ne sait pas trop où il va, qui agit en fonction des opportunités. Édouard III débarque en Normandie, peut-être dans l'espoir de conquérir le duché. Il y a des rebelles normands qui sont venus trouver refuge à sa cour, et qui lui aurait raconté, c'est ce que dit Froissart, que s'il débarque en Normandie, les Normands qui sont accablés d'impôts et décapités pour les nobles, c'est vraiment affreux, qu'on pende des vilains, pas de problème, mais qu'on s'attaque à des nobles, qu'on condamne à mort les nobles, c'est vraiment horrible, et Philippe VI est un des premiers rois à condamner à mort des nobles allègrement, c'est des fournées hein, dans les années 1340. Et donc, Édouard III aurait débarqué en Normandie en se disant « Je vais être accueilli en libérateur, la Normandie, qui avait été une province anglaise après tout
150 ans plus tôt, me reconnaîtra comme roi. Ça se passe très mal, alors il change son fusil d'épaule et il transforme sa tentative de conquête en un raid de pillage. Et l'argument de Livingstone, c'est de dire que les Anglais progressent à 17 km par jour en Normandie. Autrement dit, d'après lui, ils prennent leur temps pour piller. Et par contre, une fois qu'ils ont traversé la Seine, pour avancer vers Crécy, ils progressent à 24 km par jour, une différence que Livingstone explique par le fait qu'il fuit, parce que c'est Édouard III qui a peur de la bataille. Vous voyez la différence? Les Anglais disent Édouard III veut la bataille, et les Américains disent au contraire Édouard III a très peur de la bataille, et donc il fuit à brides abattues pour se rapprocher de la Flandre, où il a ses alliés. Alors, je propose des arguments qui vont plutôt en faveur de la thèse anglaise. Voilà. Le débarquement de 1346, c'est le plus grand débarquement anglais sur le continent jusqu'au XVIe siècle. En 1340, 250 navires, servis par 5000 marins, débarquent 5000 soldats en Flandre. En 1346, 750 navires, 15 000 marins, 14 000 soldats. L'idée des Américains qu'on débarque une armée pareille sans savoir ce qu'on va faire me paraît peu crédible. D'autant plus que les Américains disent qu'ils ne savaient même pas s'ils allaient aller en Normandie ou en Guyenne. C'est les vents qui auraient décidé de l'amener en Normandie. J'ai du mal à croire que quand on fait des préparatifs pareils avec 14 000 soldats, on n'a pas une idée précise de ce qu'on veut faire. Il y a un autre argument. On nous dit qu'il avance très lentement en Normandie parce qu'il prend son temps pour piller. Mais c'est oublier ce que c'est que la géographie du Cotentin. C'est le problème des Américains. Ils travaillent sur la France. Quand ils fréquentent les sources, on peut allumer un cierge. Et ils ne connaissent pas la géographie du pays en question. Hein. Pas tous les Américains. Clifford Rogers, c'est très bien. Mais Livingstone, c'est un peu léger, me semble-t-il. Le Cotentin, on l'appelle l'île du Cotentin au Moyen-Âge, parce que, comme l'a dit Bertrand Stern, il y a beaucoup de rivières qui font que la route est barrée, et donc on avance très lentement, parce que les Français détruisent les ponts, et il faut donc en permanence que le génie, les pionniers, jettent des ponts sur chaque rivière, à 40 ans, à proximité de Saint-Lô. Donc c'est évident qu'on avance beaucoup plus lentement dans un pays marécageux, avec beaucoup d'obstacles à franchir. Et il y a un deuxième argument qui me semble décisif, c'est que lorsqu'il arrive devant la ville de Caen, Édouard III propose à la ville une reddition négociée, ce qu'on appelle une capitulation. Alors si l'objectif était de piller, Édouard III a 14 000 hommes, Caen n'a aucune fortification solide, le pillage est tout à fait facile. Il est certain qu'il va piller la ville et se faire du butin. Si c'était ça son objectif, il n'aurait pas proposé de capitulation. Un traité de capitulation, Bertrand Stern va écrire un article qui s'appelle « Sauver les meubles ». Précisément, les meubles sont saufs. On ne peut pas piller. Donc si l'objectif c'était le pillage, il n'aurait jamais proposé un traité de capitulation. À mon avis, ça c'est un argument décisif pour dire ce n'est pas un simple raid de pillage. L'idée d'Édouard III, c'est éviter à tout prix des combats de rue dans le camp, parce que si je fais ça, je vais perdre des soldats qui me seront beaucoup plus utiles sur le champ de bataille, puisque mon objectif, c'est la bataille. Donc, on en arrive au moment décisif de la bataille de Crécy. Je passe rapidement sur la chevauchée, le franchissement de la Seine et de la Somme, qui ont été des moments difficiles, mais on pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Quel est le rapport de force lors de cette bataille de Crécy? Bien, il y a un avantage incontestable pour les Français, mais qu'il ne faudrait pas exagérer. L'armée anglaise qui débarque dans le Cotentin compte 14 000 soldats, dont 8 000 archers. C'est vraiment une armée majoritairement constituée par des archers. Du côté français, le roi de France dispose, on le sait pour des documents comptables très détaillés pour l'année 1340, dispose 60 000 hommes, dont 30 000 hommes d'armes, alors comme Bertrand Stern l'a dit, il n'y a pas que des chevaliers, il y a aussi beaucoup d'écuyers parmi eux, et 30 000 fantassins. Mais ça, c'est l'armée dont dispose le roi de France pour tout son royaume. C'est pas l'armée qui est présente sur le champ de bataille. Or, on a un chroniqueur, Jean Froissart, qui nous dit que il y avait, je crois de mémoire, 60 000 hommes, 60 000 Français à Crécy, il exagère très largement, mais il dit qu'il y avait aussi 100 000 Français à Aiguillon au même moment en Guyenne.
60 000 hommes, c'est vraiment des effectifs considérables qui s'expliquent notamment par le fait que le roi de France a su tisser un réseau d'alliances extrêmement efficace, notamment avec la famille de Luxembourg qu'évoquait Bertrand Schner, mais aussi, ce que vraiment je me plais à souligner, c'est le coup de maître de s'être adjoint à la fois le Dauphiné et la Savoie. C'est deux provinces qui se détestent, qui sont en la guerre en permanence, donc logiquement, le roi de France étant l'allié du Dauphin, le comte de Savoie aurait dû basculer dans l'alliance anglaise. Le roi de France a réussi à maintenir l'alliance avec le comté de Savoie. C'est vraiment un très beau coup. Même chose en sud-ouest. Le comte de Foix, le comte d'Armagnac se détestent. Ben, les deux s'allient au roi de France en même temps. Diplomatiquement, Philippe VI est très fort. Il a vraiment réussi à faire une cohésion, de très large alliance autour de lui, qui lui donne une armée puissante. Mais une armée qui est divisée. En 1346, il y a plusieurs fronts à défendre. Il y a un front à défendre contre la Flandre rebelle, il y a des armées qui combattent en Bretagne, et puis il y a surtout l'ost d'Aiguillon, le siège d'Aiguillon, que le fils de Philippe VI, donc Jean le Bon, le futur Jean II le Bon, tient devant la ville d'Aiguillon. Et Jean Froissart, pardon, lapsus honorable, Jean Froissart nous dit qu'il y a 100 000 hommes qui assiègent Aiguillon. Alors, encore une fois, c'est des chiffres qui sont exagérés, mais en ordre de grandeur, c'est intéressant. Froissart dit qu'il y a plus de soldats qui assiègent Aiguillon que de soldats qui sont à Crécy. Donc sur les 60 000 du départ, il faut vraiment comprendre que dire qu'il y a 30 000 Français à Crécy, comme l'écrivent certains auteurs américains pour mousser les Anglais, ben non, c'est exagéré. Il n'y avait pas 30 000 Français à Crécy. En réalité, à mon avis, l'armée anglaise, à mon avis, de l'avis des historiens anglais, de Anglo-Hayton, l'armée anglaise à Crécy, c'est 13 000 hommes parce qu'il y a eu des pertes en route, notamment dans les combats de rue à Caen, dont 7 500 archers qui représentent la majorité de l'armée. Retenez ça, l'armée anglaise, c'est majoritairement des archers. L'armée française à Crécy, on n'a pas de chiffre précis, mais sans doute un peu plus de 20 000 hommes. On fait l'hypothèse de 22 000 hommes. Notez bien, il y en a moins qu'il n'y en a à Aiguillon. Donc, probablement, une très nette surreprésentation des hommes d'armes, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de contingents étrangers, le roi de Bohême, par exemple, qui amènent des hommes d'armes, des écuyers, plus que des fantassins. Donc, on a une armée d'archers, côté anglais, et une armée d'hommes d'armes, de cavaliers, côté français. Il y a un rapport de force à l'avantage des Français, c'est vrai. En valeur absolue, il n'est pas considérable. En gros, c'est 50% de plus pour les Français. Mais regardez la différence en termes d'hommes d'armes. 3 000 hommes d'armes anglais, 15 000 hommes d'armes français. Pour les Français, les vrais soldats, c'est les hommes d'armes, c'est les cavaliers. La pied-taille n'a aucune importance. Et donc, l'avantage, psychologiquement, si vous voulez, les Français se disent qu'ils vont faire qu'une bouchée d'adversaires qui sont vraiment des adversaires de seconde division, en quelque sorte. Alors, les Anglais ont traversé la Somme au gué de Blanquetac et ils ont dû traverser la forêt de Crécy pour arriver à Crécy. On ne sait pas très bien quelle route ils ont employée. Il y a un contingent qui est passé par le nord, c'est sûr. L'autre contingent, est-ce qu'il a traversé la forêt ou est-ce qu'il l'a contourné par le sud? On ne sait pas trop. En tout cas, le 26 août 1346 au matin, les Anglais se trouvent à Crécy. Ils ont passé la nuit à Crécy. Les Français, eux, ont passé la nuit à Abbeville, d'autant plus que le 25 août, c'était le jour de la Saint-Louis, et naturellement, Philippe VI avait à cœur d'assister à la messe de la Saint-Louis, donc il l'a fait à Abbeville. Ce qui signifie que pour arriver à Crécy, les Français ont dû se mettre en marche. Ils partent le matin d'Abbeville, et ils arrivent à Crécy à peu près, environ à 15 heures, au bout d'une longue marche, et une marche évidemment où tout le monde n'avance pas au même rythme. Et en particulier, l'intendance a du mal à suivre, il y a des chariots qui sont encore en route, et dans les chariots, qui sont un peu l'équivalent des camions de l'armée médiévale, eh bien, il y a un matériel très important, ce sont les pavois, les boucliers, cette expression élevée au pavois, mettre le chef sur le bouclier comme raccourcix. Le pavois, c'est le bouclier. Les arbalétriers, quand ils tirent, ils ont besoin de se mettre à l'abri pour recharger. Et donc, quand on recrute des arbalétriers, on recrute en même temps des pavoisiers qui tiennent le bouclier pour abriter l'arbalétrier qui va recharger son arme.
tout ce matériel est dans les chariots qui sont en train d'arriver sur la route d'Abbeville, mais qui ne sont pas à Crécy au moment où la bataille va se déclencher. Donc il faut imaginer le roi de France, les princes, les chevaliers qui commencent à arriver à Crécy, qui voient l'armée anglaise et qui voient notamment ce tout petit nombre, 3000 hommes d'armes insignifiants avec des archers, c'est-à-dire de truandailles et merdailles, comme on dit dans les sources du temps. On a envie d'en découdre au plus vite. On va charger les 3000 hommes, on va en faire une bouchée et on va remporter la bataille. Or, Philippe VI, poussé par ses conseillers, donne l'ordre d'attendre. Philippe VI a plutôt un caractère sanguin, il aurait plutôt voulu y aller, c'est ses conseillers à chaque fois, en 1339, en 1340, qui le freinent. Et en 1346, de nouveau, ses conseillers lui disent « Mais on vient de faire une marche pendant des heures depuis Abbeville, on a encore des troupes qui sont en route, on a les chariots avec les pavois qui ne sont pas encore arrivés, il ne faut surtout pas livrer bataille tout de suite, on va attendre. On va, par exemple, attendre la journée de demain. Vous imaginez un peu la nuit que passeraient les Anglais, avec les Français qui arrivent, qui se renforcent d'heure en heure, qui éventuellement pourraient les encercler, ils n'auraient peut-être pas passé une très bonne nuit. Seulement, il se produit l'impensable, les chevaliers désobéissent. Froissart nous raconte ça, les Français ont reçu l'ordre de s'arrêter, les chevaliers ont refusé d'accepter cet affront, cette tâche à leur honneur, et continuent d'avancer. Le roi va s'incliner et va décider que la bataille aura lieu. Alors il ne faut pas imaginer que c'est une capitulation complète du roi devant ses chevaliers, il a quand même négocié. On va déclencher la bataille, mais il n'y aura pas une charge de cavalerie tout de suite. On va faire descendre les arbalétriers, ceux qui se trouvent en petits points là, dans la vallée, et on va faire un peu comme la préparation d'artillerie avant la charge de la Première Guerre mondiale, vous savez, on va faire une préparation d'artillerie par les arbalétriers qui vont tirer pour dégarnir, affaiblir la ligne anglaise, et dans un second temps, on fera la charge de cavalerie. C'est l'espèce de deal qu'a conclu Philippe VI de Valois. Mais c'est quand même extraordinaire, ça, un roi de France qui donne l'ordre de s'arrêter et qui n'est pas obéi par ses chevaliers. Ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer et qui n'avait pas été expliqué, je crois, jusqu'à mon travail. Et la raison que j'en donne, peut-être que ça tient de la psychohistoire, peut-être vous moquer, mais je crois que c'est vraiment essentiel, c'est que Philippe VI en 1346 n'est plus le Philippe VI de 1328. L'Aragon, ce n'est pas la Castille, et la Castille, ce n'est pas l'Aragon. C'est vraiment essentiel de rappeler des évidences de ce genre. Philippe VI en 1328 a remporté une grande victoire contre les Flamands à Cassel, mais à l'époque, il était un homme beaucoup plus jeune qu'il n'est à Crécy. Il a 53 ans à Crécy. 53 ans, c'est un barbon à l'époque. Les rois de France sont rares qui dépassent les 60 ans. À 56 ans, on est un barbon. Vous savez que dans Molière aussi, hein, les vieux barbons ne sont pas des gens de 80 ans, mais ils ont une quarantaine d'années. Donc c'est un homme qui est âgé et surtout qui a pris beaucoup de poids. On sait ça grâce à un document exceptionnel. Quelques années avant la bataille, Philippe VI a été malade et sa femme a fait brûler un cierge dans une église pour la guérison de son mari, et elle a commandé un cierge qui fasse le même poids que son mari, un cierge de 200 livres. Donc on sait qu'il fait à peu près 100 kilos. Donc vous comprenez, ça c'est à mon avis un paramètre essentiel. J'ai trouvé dans le livre de chasse de Gaston Phébus une remarque qu'on taxerait peut-être aujourd'hui de grossophobie. Gaston Phébus nous explique que la chasse au piège est une chasse qui est bonne pour les hommes gros et vieux. Donc Gaston Phébus, qui est un seigneur jeune, enfin jeune, 1380, il n'est plus très jeune quand il écrit le livre de chasse. Mais au moment de Crécy, c'est un gamin, il a 15 ans au moment de Crécy. À mon avis, il reflète la mentalité de ces chevaliers, ces hommes jeunes, qui considèrent que ce roi qui les a réunis 3 fois, avec 1346, 3 fois, et à chaque fois qu'il refuse le combat, eh bien, se comporte comme un homme gros et vieux. C'est un homme qui n'a pas cet allant des chevaliers, ce désir de prouesse guerrière, et c'est la raison pour laquelle l'honneur des chevaliers leur commande de désobéir. Je pense que il y a eu une faillite en quelque sorte dans le leadership par les Français de Philippe VI qui s'explique par cette apparence physique. C'est des choses qu'on a beaucoup de mal à comprendre avec nos sources médiévales, parce que très souvent on connaît peu les personnalités, on n'a pas de photos, on ne sait pas à quoi ressemblent les gens, mais ça compte ces dimensions personnelles. Alors la bataille va avoir lieu,
Mais, je vous l'ai dit, Philippe VI n'a pas complètement capitulé, il a obtenu de faire commencer la bataille par une préparation d'artillerie, si j'ose dire, d'artillerie mécanique avec les arbalètes. Les arbalétriers descendent dans la vallée au clair. Alors la vallée, c'est la Picardie, hein, donc c'est pas le Mont Blanc, vous avez compris, ça fait quelques mètres au-dessus de la vallée, on descend un petit talus, et les arbalétriers vont être chargés d'affaiblir les lignes anglaises. Ce duel des arbalétriers et des archers a été illustré dans de nombreuses enluminures, ce qui est assez exceptionnel, parce qu'en général, on n'aime pas montrer ces hommes de trait. Hein. Les batailles sont stylisées dans des combats de cavalerie, et là, l'importance des hommes de trait est telle que des enlumineurs vont montrer ces archers et ces arbalétriers qui se font face, et au sujet desquels le longbow a un avantage certain. Il a une portée maximale, l'archéologie expérimentale l'a montré, d'à peu près 250 mètres, et surtout, il a une cadence de tir très élevée, à peu près 12 tirs par minute. En comparaison, l'arbalète a une portée maximale de 200 mètres, ça c'est très important. On croit que l'arbalète a une portée supérieure au longbow, mais c'est pas vrai. L'arbalète a une portée plus faible que le longbow, et surtout, elle a une cadence de tir très faible, de 2 tirs par minute. Alors évidemment, si vous avez des pavois, c'est pas trop grave. Vous tirez 2 coups par minute, mais entre les recharges, au moment des recharges, vous vous mettez à l'abri du bouclier. Mais il n'y a pas de bouclier. Donc on a des arbalétriers qui se trouvent à portée des archers, qui n'ont pas de protection, et il va se passer ce qui doit se passer. On a un chroniqueur italien qui nous dit que les archers ont tiré continuellement, c'est quasiment une bande dessinée, l'anonyme romain, décrit par des onomatopées, ces tirs. Les archers tirent continuellement sur les arbalétriers, qui sont couverts de flèches, comme ce que l'éditeur m'a proposé comme couverture. Les arbalétriers vont faire demi-tour et vont s'enfuir. Ils s'enfuient, et que disent les chevaliers français? Ils disent qu'ils sont trahis. Ces Italiens, ces arbalétriers génois, ces mercenaires qu'on avait recrutés pour servir d'arbalétriers, ont tiré quelques volées et ont fait demi-tour et s'enfuient. Les chevaliers crient à la trahison et lancent leur première charge en fonçant sur les arbalétriers. C'est-à-dire que leur premier contact, ça va être de tuer les alliés qui font retraite et qui sont en train de remonter en direction des hauteurs au-dessus de la vallée au clair. Les premières charges ont lieu dans un grand désordre, c'est l'impression qu'on a en tout cas, et il va se passer quelque chose de très différent de ce qui s'est passé avec les arbalétriers. Les arbalétriers sont des hommes qui ne sont pas équipés d'une armure, ça coûte très cher une armure, l'arbalétrier génois n'a pas un harnois complet de chevalier. Par contre, les chevaliers, eux, sont beaucoup mieux équipés, ce qui fait que lors du duel entre les archers et les arbalétriers, les archers anglais tirent de façon parabolique pour porter le plus loin possible, et leur tir est efficace parce que les arbalétriers n'ont pas d'armure. Mais contre une armure, la flèche ne tuerait pas un homme avec un tir parabolique à 250 mètres. Donc c'est mortel parce qu'il n'y avait pas les boucliers. L'absence de boucliers, ça a vraiment été probablement le moment décisif de la bataille, le facteur décisif du début de la bataille. Par contre, les chevaux des chevaliers ne sont pas protégés. Donc ce qui va se passer dans les premières charges, c'est pas tellement des chevaliers qui seront tués par des flèches, c'est leurs chevaux qui seront abattus par des flèches, pas forcément tués d'ailleurs, mais éventuellement blessés. Le cheval tombe, le chevalier se retrouve une jambe coincée sous une carcasse de cheval, et c'est pas très facile à remuer, vous en conviendrez. Et vous avez dans les lignes anglaises des coutiliers gallois, nous dit Froissart, qui courent au-devant de leur rang, et qui vont soulever le casque du chevalier, mettre un petit coup de dague dans l'œil jusqu'à la cervelle, et qui repartent dans leur ligne. Donc vous avez ces premières charges qui vont se conclure par une hécatombe de chevaux et l'achèvement des soldats en mauvaise posture, ce qui fait que lorsque les charges suivantes sont lancées, eh bien, il y a une espèce de rempart de chevaux et de soldats morts qui oblige à contourner par la droite et par la gauche. Mais contourner par la droite et par la gauche, ça veut dire s'approcher au plus près de ces archers disposés en triangle que vous voyez de part et d'autre. Et alors là, ça va être le tir au pigeon. L'objectif des Français, c'est une charge à la lance, c'est-à-dire que vous avez une unité de cavalerie qui charge avec la lance levée et abaissée au dernier moment pour
percer les lignes de l'infanterie anglaise. C'est l'objectif des Français, d'arriver à obtenir la percée par leur charge de cavalerie. Le problème, c'est que ces charges à la lance doivent contourner l'amas de cadavres de chevaux et vont donc se présenter devant les archers à moins de 100 mètres. Et là, les archers peuvent faire un tir droit. Et surtout, Bertrand Schner nous a parlé de la bannière de Jean de Vienne. Le gros problème des princes qui combattent à Crécy, c'est qu'ils sont équipés naturellement d'une armure solide, mais à 100 mètres en tir droit, elle est percée. L'archéologie expérimentale le démontre. Et surtout, ces princes sont accompagnés par des porte-étendards. Et donc les princes vont être une cible très facile à viser pour les archers anglais, parce qu'ils sont accompagnés, comme le montre ce dessin, par des porte-étendards. Donc vous visez l'étendard, et vous êtes certain d'atteindre le prince, parce que le prince se trouve à proximité de l'étendard, qui est en quelque sorte un peu comme la radio de ces batailles médiévales. C'est avec ça qu'on communique. Si le prince est en danger, on agite la bannière pour que des troupes viennent à sa rescousse. Donc le porte-étendard se trouve à côté du duc ou du roi, et c'est ça qui va faire qu'ils vont porter en quelque sorte une cible sur le ventre, et ces princes vont mourir en très grand nombre, hein, puisque 1500 hommes d'armes ont été tués lors de cette bataille de Crécy. Je vous rappelle, il y en a peut-être 15 000 engagés, 1500 tués. Alors, comparé au champ de bataille de la Somme, ça paraît ridicule, mais pour une guerre médiévale, c'est un taux de mortalité de 10% qui paraît insupportable. C'est vraiment très très élevé. C'est beaucoup plus élevé que la bataille de Poitiers, par exemple. Et ça s'explique par le fait que les Anglais ne font pas de prisonniers. À Poitiers, ils font des prisonniers, ils ont fait prisonnier le roi de France notamment. À Crécy, on ne sait pas trop pourquoi, Rémy Ambule pense que c'était le test de la tactique. Est-ce que la tactique de l'arc long fonctionne? Pour être bien sûr de ne pas prendre de risques, on ordonne de ne pas faire de prisonniers pour ne pas désorganiser l'armée, on tue tout le monde, et si on voit que ça se passe bien, la bataille prochaine, on pourra prendre le risque de faire des prisonniers. À Crécy, pas de prisonniers, et donc une hécatombe de princes qui vont être tués, et notamment le frère du roi de France, le comte d'Alençon. De très nombreux comtes vont trouver la mort dans cette bataille, et puis on peut citer quand même le roi de Bohême, qui est mort dans des conditions un peu exceptionnelles. Il s'appelle Jean l'Aveugle parce qu'il a été opéré de la cataracte par un chirurgien qui n'était pas très compétent, qui est devenu aveugle des suites de l'opération. Et Jean l'Aveugle, qui est roi de Bohême, est l'allié du roi de France, est venu lui apporter un contingent de soldats tchèques, et Jean l'Aveugle, voyant la bataille perdue, a pris la décision de charger droit sur les Anglais. Alors évidemment, comme il est aveugle, il ne peut pas charger tout seul, donc Froissart nous explique qu'il a pris une chaîne, et il s'est attaché à un chevalier à gauche et un chevalier à droite, et il a demandé à ses chevaliers de l'emmener au cœur de la mêlée. Et vous vous doutez qu'il n'a pas renversé la bataille à lui tout seul, il a trouvé la mort. Son cadavre a été retrouvé dans des circonstances un peu rocambolesques. Il a beaucoup circulé, ce cadavre de l'époque moderne à la Révolution et à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il a été ramené à Luxembourg, puisqu'il était comte de Luxembourg, et les autopsies de ce cadavre ont montré qu'il n'a pas été tué par des flèches. On est à la fin de la bataille, un moment où les archers ont épuisé leur provision de flèches. En gros, ils ont 100 flèches à tirer. Donc, au début de la bataille, ils ont des munitions. À la fin de la bataille, ils n'en ont plus. Mais c'est pas grave. L'armée française a été complètement désorganisée. La charge massive cohérente est impossible. Donc, c'est des petits groupes qui lancent l'assaut. Et notre Jean l'Aveugle va donc participer à ces attaques du désespoir. Et on a des chroniqueurs qui sont mauvaise langue, qui disent qu'en fait, cette action héroïque n'est rien d'autre qu'un suicide déguisé. Jean l'Aveugle ne supportait plus la vie depuis son infirmité, et donc il aurait profité de cette occasion pour se faire tuer, ce qui n'est pas crédible. Hein. Les dernières biographies de Jean l'Aveugle montrent qu'il, notamment des initiatives de chantier qu'il avait lancées quelques semaines avant la bataille de Crécy, visiblement, ce n'était pas par suicide qu'il a lancé cette attaque. Il venait de renoncer de livrer bataille contre les Liégeois révoltés quelques semaines plus tôt. Et on se retrouve dans ce schéma de l'honneur, de l'éthos chevaleresque qu'on a vu à propos des chevaliers. On ne peut pas refuser constamment le combat. Quand on
refuse le combat une fois, bah, son honneur est un peu entaché et il faut le relever dans les occasions suivantes. Voilà pour cette bataille de Crécy qui va se solder d'une manière qui peut paraître très décevante. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas la fin de la guerre de 100 ans. Édouard III va assiéger Calais et prendre Calais, et puis il va retourner en Angleterre. Il a ses lieutenants qui font des opérations dans le Poitou, qui prennent quelques places, mais on ne peut pas dire que les lignes aient bougé considérablement. On pourrait dire tout ça pour ça. C'est une grave défaite pour le roi de France, mais concrètement, la situation géopolitique n'est pas tellement changée. Il y a quand même une différence majeure, c'est que Calais va être un site de débarquement très facile parce que c'est évidemment l'endroit où la Manche est la plus étroite, et c'est toujours un problème de faire traverser la Manche aux chevaux. Il y a des systèmes de treuils, on les suspend parfois. Anne Curie a montré ça. C'est vraiment très très pénible de faire traverser la Manche aux chevaux. Avec cette prise de Calais, on raccourcit la distance et ça va faciliter les chevauchées pour l'avenir. La conséquence, c'est surtout une perte de prestige pour Philippe VI. On voit quelques évêques, quelques seigneurs se dire que puisque Dieu l'a abandonné, peut-être qu'il n'est pas le roi légitime. Et on va voir un mouvement d'opinion qui n'est pas massif, mais une minorité de Français se demande si en 1328 on a fait le bon choix, et si en réalité Dieu n'a pas montré que c'est Édouard III qui aurait dû être choisi comme roi de France. C'est pas massif, mais c'est un phénomène minoritaire qui existe. Alors cela dit, Philippe VI, qui a laissé une image assez calamiteuse dans les ouvrages du 19e siècle dont on parlait en introduction, il n'a pas bonne presse, Philippe VI, il a quand même terminé son règne d'une manière relativement efficace par la diplomatie de la livre tournois, comme disait Jean Favier. Il a acheté 2 belles seigneuries, il a acheté le Dauphiné au dernier dauphin de Viennois qui s'était ruiné à la croisade, et puis il a acheté la seigneurie de Montpellier au roi de Majorque, qui d'ailleurs avait combattu avec lui à Crécy. Donc en 1349, il a réalisé de belles acquisitions qui lui permettent de renforcer ses positions dans le midi de la France. Il a aussi trouvé une solution très ingénieuse pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. On est au moment de la peste noire. 1347, c'est la peste noire. Eh bien, Philippe VI a provoqué une dévaluation monétaire vertigineuse qui lui a rapporté 80% de ses revenus en 1349. Donc, les contribuables arrêtent de payer l'impôt en disant c'est la peste, on ne paye plus. Le roi de France répond en dévaluant sa monnaie et il compense largement le manque à gagner pour l'année 1349. Donc, la fin de règne de Philippe VI a été très entaché par la bataille de Crécy. Il y a une contestation. Les États généraux se montrent très mécontents de la manière dont le royaume est gouverné. On a liquidé les Bourguignons qui hantaient la cour de Philippe VI. On a confié le pouvoir à 3 abbés qui étaient censés lancer une opération main propre, en quelque sorte. Mais au bout de quelques mois, Philippe VI a quand même réussi à reprendre les rênes du royaume, et quand il meurt en 1350, il laisse un royaume à Jean le Bon, qui a des forces tout à fait considérables, alors qui ont été amoindries par Crécy, mais qui n'ont pas été annulées. Le problème majeur, je pense, de la bataille de Crécy, c'est que, eh bien, elle a semé le doute dans l'esprit des hommes d'armes français. En 1339, en 1340, quand on les convoque, ils viennent tous. En 1347, quand on les convoque pour lever le siège de Calais, le taux de réponse est catastrophique. On est de l'ordre de 10-15% de gens qui répondent à la convocation. Donc ça, c'est une conséquence quand même qui va être dommageable. Mais il ne faut pas imaginer que le royaume est à l'agonie en 1346. Philippe VI a réussi à conclure son règne par 2 beaux coups avec le Dauphiné et Montpellier. Et en fait, l'homme qui va vraiment conduire le royaume à sa perte, c'est Jean le Bon, qui n'aura pas, à Poitiers, la présence d'esprit de son père de fuir le champ de bataille. Jean le Bon, par esprit chevaleresque, va se laisser capturer à Poitiers en 1356, alors que Philippe VI, qui n'était pas forcément un roi extraordinaire, mais qui était bien entouré et qui écoutait les conseils, a accepté de fuir le champ de bataille à Crécy quand tout était perdu, et a évité la capture qui aurait été la vraie catastrophe, et qui a été la vraie catastrophe en 1356 à Poitiers. Je m'arrête, je crois que j'ai été assez long. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à David Fiasson pour nous avoir fait
en quelques minutes un condensé de votre grand livre et en plus pour avoir présenté d'autres analyses sur la stratégie d'Édouard III, entre autres, dans sa chevauchée de 1346. Alors, il y aura sans doute un certain nombre de questions. Oui, monsieur. Alors, le stock de flèches, il est véhiculé sur des chariots. C'est-à-dire qu'il faut. Froissart raconte que les Anglais débarquent en Normandie sans chariot. C'est une galéjade, hein. Ne serait-ce que pour nourrir les gens, il faut bien ils ont des chariots. Il y a des centaines de chariots qui débarquent en Normandie, et notamment des chariots de flèches. On le sait par le cas de la Flandre, où les stocks de chariots sont déplacés, les stocks de flèches sont déplacés par des chariots. Alors, je dis 100 flèches par archer, c'est les chiffres qu'on a pour Poitiers. Crécy, c'est moins connu. Mais il faut penser que c'est pas forcément une limite absolue, parce que une fois que la première charge a été brisée, vous avez tiré à 150-200 mètres, vous avez un servant qui peut courir, récupérer des flèches et les ramener. Ça existe. Donc en fait, il ne faut pas imaginer qu'il y a une limite de 100 coups, ça peut être davantage, ça peut être peut-être 150 par exemple. Alors pas toutes, il y en a qui sont brisées évidemment, mais il est possible d'en récupérer. Ça c'est attesté aussi pour une bataille en Bretagne. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez dit au maximum 12 tirs par minute. Ah oui, oui, oui. Si on a 100 flèches et qu'on en tire ne serait-ce que 10 par minute, la bataille est vite terminée. Hein. Absolument, absolument. Donc, ça aussi, c'est un peu commun des chroniqueurs, la nuée de flèches, un peu comme les travaux d'Hercule, vous savez, les flèches qui couvrent le ciel, qui couvrent le soleil. En réalité, il faut comprendre qu'il y a une temporalité. Il y a ces tirs de flèches continus au moment du duel contre les arbalétriers, quand il faut disperser les arbalétriers. Une fois qu'ils sont partis, on n'a plus besoin de la nuée de flèches. Il y a la charge de cavalerie, la première, la nuée de flèches de nouveau pour tuer les chevaux. Une fois qu'ils sont tués et que les charges se font sur les côtés, on n'a plus besoin de faire la nuée de flèches. Là, on tire droit en visant, et donc on tire beaucoup moins de flèches. On est plus économe. Et à la fin de la bataille, il n'y a plus de flèches à tirer. Donc. Oui, merci. Magnifique. Je m'en doutais. C'est à propos de la désobéissance des chevaliers. Parce qu'évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on trouve dès le 19e siècle, au Crécy, l'indiscipline de cette noblesse qui va à la catastrophe. La question, parce qu'on a des cas comme ça, même au XVe siècle, je pense à la bataille de Gave, où il y a de jeunes chevaliers bourguignons qui se mettent en avant, et le maréchal de Bourgogne leur dit: voulez-vous bien reculer, vous êtes allé trop loin? Il dit: ah non, 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 nous avons déployé la bannière, on ne recule pas. Est-ce que c'est le cas à Crécy? Parce que le fait de déployer la bannière, une fois qu'on a déployé la bannière, on ne recule pas. Si on recule, on est déshonoré. Quand la bannière est déployée, on sait que c'est la bataille. Est-ce que les bannières ont été déployées? Parce qu'il me semble qu'il y a le cri « Arrêtez-vous, bannière » dans Froissart. « Arrêtez-vous, bannière ». Ça veut dire que les bannières avaient été déployées. Une fois que les bannières sont déployées, on ne peut pas reculer. C'est la question que je pose. Est-ce que c'est... Oui, alors, parce que tu as parlé très bien d'honneur, parce que ça c'est quand même un fait essentiel, l'honneur. Est-ce que cet aspect-là est à prendre en compte? Et la deuxième petite question, c'est à propos de ce que tu as dit que tu as fait à la fin. Un roi qui fuit. Les contemporains de Charles le Bon lui ont pas du tout, je crois, reproché d'être resté sur le champ de bataille. Ils ont reproché aux nobles d'avoir fui. Et ils n'ont pas du tout, à aucun moment, on a un reproche à propos de Jean le Bon qui se serait laissé capturer au lieu de fuir. Nous, on voit, voilà, on est très réaliste, on dit: ah ben il aurait dû fuir le camp. C'est la mentalité. Est-ce qu'on n'a pas un divorce dans notre mentalité et celle du temps? Les deux questions que je voulais. Oui, bien sûr. Alors, pour la première, pour les bannières, on est tributaire des chroniqueurs qui disent pas la même chose. Il y a énormément de chroniques, ça a été édité par les Américains, c'est un très bel apport des Américains, je crois que c'est 80 chroniques à peu près, extraits de chroniques bien sûr, qui ont été édités dans leurs livres, et les versions diverses. Donc Jean Lebel et Froissart nous disent que les bannières ont été déployées, mais on a pas mal de témoignages d'Italiens notamment qui ne parlent pas de bannières. Le problème, c'est que Froissart et Jean Lebel sont soumis à une déconstruction un peu intensive en ce moment, et on a tendance à dire que précisément ils appliquent les recettes qui marchent dans les romans de chevalerie, et si on déploie la bannière, on peut pas... Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je pense qu'on ne le saura jamais, mais effectivement, le cri dans Froissart, c'est arrêtez-vous bannière, donné par le roi de France. S'agissant de la remarque à propos en quelque sorte, de
de l'intérêt objectif de fuir, il y a quand même, dans Crécine de Pisan, je crois, une mention où elle explique que Charles V a bien raison de se tenir loin des champs de bataille pour éviter la capture, parce que c'est une catastrophe. Et il y a des reproches qui sont adressés à Jean le Bon au XVe siècle, à propos de sa fuite. Mais c'est très minoritaire, effectivement, parmi le consensus qui, effectivement, est plutôt fait le reproche à Philippe VI d'avoir fui et loue Jean le Bon d'être resté jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vrai. Je dirais que c'est pas tout noir et tout blanc, en quelque sorte. Je dirais qu'il y a une mentalité dominante qui fait l'éloge des gens qui restent jusqu'à la fin, mais il y a quand même une mentalité minoritaire de gens très pragmatiques qui pensent que l'intérêt du royaume, c'est de fuir. Et d'ailleurs, l'intérêt du royaume, pardon, c'est en cas de défaite que le roi s'enfuit. Et c'est le conseil que Jean de Beaumont, donc c'est la famille de Hainaut, famille du comte de Hainaut, Jean de Beaumont qui se tient à côté de Philippe VI, c'est lui qui l'oblige à fuir. Philippe VI aurait voulu continuer à se battre, et Jean de Hainaut lui dit non, non, c'est la catastrophe, si en plus tu es capturé, c'est la perte du royaume, il faut s'enfuir. Donc il y a une mentalité dominante, très dominante même, qui valorise le combat jusqu'au bout, mais il y a quand même des personnalités minoritaires qui pensent qu'au nom du bien commun, il faut que le roi accepte de s'enfuir. On a à Crécy, finalement, entre le roi de Bohême et le roi Voilà, Philippe VI, on a vraiment deux figures complètement opposées. C'est très intéressant. Cela étant, il y a une chanson de geste. Un tout jeune noble se fait adouber par un plus ancien, son nom, et il dit après son adoubement, eh bien, je jure devant Dieu que jamais je ne reculerai en bataille. Le vieux, il faut mieux partir plutôt que de se faire tuer sur un bateau. Donc, même au XIIe siècle, déjà, il y a un débat entre les deux. On pourrait penser aussi aux ordres de chevalerie. L'ordre de l'Étoile, les statuts prévoient que la fuite est interdite. Et d'ailleurs, pour la jarretière, c'est la même chose. Hein, quand Fastolf s'enfuit face à Jeanne d'Arc, on lui retire l'ordre de la jarretière. Mais là, je crois qu'on a vraiment des illustrations du débat de la conception du roi au XIVe siècle, entre une tradition ancienne du roi qui est le chef de guerre, qui est celui qui conduit l'armée à la guerre, et puis d'un autre côté, le roi prudent. Le roi chevalier, je pense. Alors, le roi chevalier. Jusqu'à François Ier. Voilà, alors le roi chevalier, mais en fait, le roi chevalier, c'est la poursuite du roi franc, c'est-à-dire le roi qui conduit les hommes libres à la guerre. Mais on a aussi tout un discours politique du roi sage, du roi prude, un discours qui se développe particulièrement à partir du XIVe siècle et par la suite. Et puis ensuite, Machiavel, le roi. Le roi stratège, je dirais, hein. Ouais, le renard, voilà. Et donc, en effet, entre un roi, alors peut-être gros et vieux, qui sent aussi que ses capacités, enfin, s'il veut pas aller au suicide, pour le coup, il a intérêt à suivre ses conseillers. Et puis, ce roi de Bohême, qui est lui, aveugle, qui est très faible, mais qui est dans l'idéal chevaleresque et qui a été reconnu immédiatement comme le chevalier par excellence. Je veux dire, la devise du prince de Galles est issue, je crois, hein, de cette bataille de Crécy où on a repris, le prince de Galles a repris la Ijdine, donc je sers, qui est la devise de Jean l'Aveugle. J'en ai pas parlé, mais le prince de Galles aurait été en danger de mort à la bataille de Crécy, c'est le premier fait d'armes, le prince noir. Voilà, tout à fait. Mais a reconnu le courage chevaleresque de Jean l'Aveugle. Je crois qu'à partir du 18e, on raconte même qu'ils ont combattu en duel. Jean l'Aveugle a été tué par le prince noir. Voilà, oui.